Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. À chaque saison des pluies, c'est le même scénario catastrophe pour les maraîchers. Les cultures en plein champ sont abîmées et perdues pour la plupart. Un fonds d'indemnisation a été voté par l'Assemblée en octobre dernier, mais pas encore mis en application. Pour les agriculteurs, ce sont plusieurs millions de francs de pertes. C'est un point de ralliement en dehors de tout cadre, les carbasses sauvages, en particulier celui de Faoné, qui rassemble près de 500 personnes chaque week-end, en bord de route, voire même sur la route, décibels au maximum et alcoolisation massive. Et pour en parler, Elvina Wongfuen de la Fédération Maori de Karodio est avec nous ce soir. Elle nous dira comment allier passion et sens de la fête tout en évitant les débordements. Noël se termine et les actions du collectif Ohana aussi. Des milliers de cadeaux ont été distribués aux familles prioritaires pour la 13e année. Une initiative privée portée uniquement par l'engagement des bénévoles et de quelques sociétés de transport. La présidente du collectif, Natalia Germain, est également invitée de ce journal. Avec elle, nous verrons ce qui a changé en 13 ans. Et puis la cathédrale de Papeete s'apprête à fêter ses 150 ans. L'édifice n'est pas seulement un bâtiment emblématique de la capitale, il appartient aussi à la capitale et non à l'église. Situation exceptionnelle, son entretien et sa restauration sont donc du ressort de la mairie. Merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, on commence par le décès de l'actrice Brigitte Bardot hier soir à l'âge de 91 ans. Elle avait été hospitalisée pour des problèmes respiratoires. Icône du cinéma français des années 50 et 60, elle avait fait un voyage de noces en Polynésie en 1966. Cernée par les paparazzi, elle avait mis un terme à sa carrière en 1973 pour s'engager pleinement dans la protection animale. Dans une lettre ouverte adressée au haut-commissaire en Polynésie en 2019, elle lui avait demandé, je cite, « d'agir contre les mangeurs de chiens ». Durant les dernières années de sa vie, Brigitte Bardot avait été condamnée 5 fois pour propos racistes. Article à retrouver en intégralité sur notre site internet. En Polynésie, les fortes pluies des dernières semaines ont fragilisé les cultures en plein champ. La plupart des maraîchers subissent des pertes importantes. Face à ce problème récurrent, un fonds d'indemnisation a été voté à l'Assemblée pour soutenir les agriculteurs. Le point avec Rohan Potoru et Dylan Fels. C'est le même scénario pour Nelson à chaque intempérie. Des tonnes de légumes sont perdues. 10 tonnes cette fois-ci en 2 mois, soit 10 millions de francs de pertes. Pour y faire face, des solutions d'urgence ont été mises en place, mais le souhait de cet agriculteur, c'est que l'aide du pays soit mieux adaptée dans ce genre de situation. On essaie de rattraper avec d'autres légumes qui vont un peu plus cher et on prend un peu sur notre trésorerie aussi pour combler le manque. Ça veut dire que c'est les gros clients qui sont privilégiés, pas les marchés comme le marché de propriété. Voilà, c'est plutôt les gros clients comme Carrefour, comme tous les autres grandes surfaces qui bénéficient ici. Et Papeete, on ne peut plus livrer là-bas, il n'y a pas assez de légumes. On souhaiterait avoir les accompagnements techniques et financiers pour pouvoir progresser dans les années futures. Depuis des années, il n'y avait pas d'accompagnement. Il n'y a pas eu tellement d'accompagnement, c'est que les agriculteurs ont cherché le moyen d'améliorer eux-mêmes. Au marché de Papeete ce dimanche, les vendeurs de légumes n'étaient pas aussi nombreux que d'habitude. Les pluies de ces derniers jours n'ont pas favorisé de bonnes récoltes. Pour les agriculteurs de la place, le fonds d'aide envisagé par le pays est une solution à leurs problèmes. Et si cette loi est mise en place, ça peut nous aider vraiment beaucoup. Il faut quand même que l'indemnisation soit à la hauteur quand même des pertes. Ça, après là, ça sera au gouvernement de bien réfléchir à ça. Et c'est mieux de voir aussi les agriculteurs. Qui viennent regarder qu'est-ce qu'il y a comme pète comme ça. Donc, pour toi, une aide, ce serait intéressant. Oui, ce sera intéressant. Ce sera génial même. Le projet de loi du pays d'un fonds d'indemnisation pour les agriculteurs a été adopté en octobre par l'Assemblée de la Polynésie française. Reste maintenant sa mise en application. Elle dépendra des arrêtés qui en fixeront les modalités. Des décibels poussés au maximum, de la musique sapao et de l'alcool, c'est le cocktail des fêtards, souvent mineurs, qui se retrouvent sur la voie publique à Faoné. Après avoir été expulsés de Nivé puis de Pape Ana, ils sont près de 500 à se rejoindre ainsi dans ce lieu surnommé le Platchoir, chaque week-end, faute de mieux. Reheina Jarian, Sandroli.
Des pas de danse endiablés au rythme de la musique Sap-O. La fièvre de minuit a envahi la voie publique à Aoné. Bienvenue au Platchoir, un lieu où les fêtards se rassemblent au son des carbasses. C'est un endroit où on se trouve en fait sur la route, alors qu'on peut avoir tellement de meilleurs endroits où on peut fêter ce genre d'occasion dans un endroit en lieu sûr. Ça nous aide à changer notre vie, genre à la maison ça va pas trop. Ici ça nous change carrément, on est libre, on va dire. Comme on n'a pas d'autre endroit déjà, du coup on vient faire la fête. Et comme tu peux voir, il y a plus de 500 personnes. Ici, même le passage des véhicules n'interrompt pas le rythme de la fête. Malgré l'aspect sauvage du dispositif, les propriétaires de carbasses veillent tout de même à la propreté du site. Le dimanche après-midi, on essaye de venir ramasser les POE qu'il y a ici, sacs poubelles et tout. Nos moyens, nous connaissons. C'est qui les carbasses qui font ça? Voilà, les carbasses, moi, avec mes amis, sinon les autres carbasses, ils font aussi leur tour. Après avoir occupé la voie publique à Nivé puis à Papé Anana, les fêtards de la côte Est se retrouvent aujourd'hui au Platchoir en attendant qu'un site dédié leur soit proposé par les autorités. Et pour en parler, Elvina Vongfoen est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Fédération Maori de Karodio. On vient de voir ce rassemblement de plus de 500 personnes en dehors de tout cadre. Tout d'abord, avec un ou deux véhicules, est-ce qu'on peut vraiment parler de rassemblement carbasse ou c'est différent? C'est différent. Et en général, il y a plus que des véhicules de Karodio, mais parlons sauvagement, voire avec la Fédération Maori de Karodio, il y a un règlement de chaque pratique de bonne conduite, dont y compris à l'intérieur le règlement qui est plus important pour la Fédération, c'est sans alcool, sans drogue. Ah, c'est pas nouveau, hein, vous connaissez ce phénomène. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ces images? Ça me fait mal au cœur quand même parce que ce sont des passionnés de Karodio qui ont besoin d'être entendus, justement, et c'est une problématique qui existe déjà depuis plus de 40 ans. Et c'est un travail qu'on a fait avec la fédération, auquel on a demandé un site dédié à leur passion. Et je pense que si on répond à leurs besoins, je pense que les diminutions de nuisances sonores sauvages comme celui-ci pourraient être diminuées. Est-ce que ça peut aussi entraîner des risques selon vous? Pour des nuisances sauvages comme ça, bien sûr, vu qu'ils sont pleins sur la route, au bord de route, et ça va faire quand même des années que ça dure. Mais aujourd'hui, encore, ces jeunes demandent une seule chose, c'est qu'on puisse répondre à leurs besoins et leur dédier un site dédié à leur passion, assez éloigné des habitants, et c'est un travail qu'on a fait depuis tant d'années. Oui, on l'a entendu, hein, les jeunes, c'est effectivement ce qu'ils réclament. Ils disent qu'il n'y a pas de lieu dédié, mais en même temps, les communes n'en peuvent plus des carbasses. Est-ce que c'est une situation sans solution? Il y a toujours une solution. Toujours. La seule chose qu'ils peuvent faire, les associations, c'est d'aller vers les tavanans de leur commune, essayer d'échanger avec eux, de trouver un moyen de pouvoir être entendus, bien sûr avec un règlement derrière. Il y a des sites dédiés mis à disposition déjà par le pays. Moi, j'ai été la présidente de la Fédération Maori de Karodio pendant 6 ans. Depuis, la fédération, elle existe déjà, elle est née depuis 2016. Et moi, j'ai pris la relève en tant que présidente en 2019. C'est au décès de notre ancien président, auquel je pense très fort à lui, Vateastan. Et pendant ces 6 ans auxquels nous avons travaillé avec l'ancien gouvernement, auquel ils nous ont, on va dire, officieusement prêté la digue depuis 2022 à 2023. Et depuis le changement du gouvernement, je remercie quand même le président Moetai Broderson qui a su aussi répondre aux besoins cette année. Il y a des conditions. Avec des conditions, comme je disais, la charte de pratique de bonne conduite, avec le règlement intérieur qui dit bien que l'alcool et la drogue est interdit. Et c'est une chose en fait que cette jeunesse n'aime pas. C'est qu'on les impose à l'interdiction d'alcool, mais on n'y peut rien. Au sein de la fédération, c'est obligé si on veut avoir un site dédié à nos passionnés, en sachant qu'il y a quand même plus de 1000 passionnés de Karodio. Est-ce que vous lancez un message ce soir à ces autres passionnés qui sont entre guillemets dans un cadre sauvage? Comment expliquer? Ces passionnés, ils continueront à aller là où il y a des lieux où ils peuvent pratiquer de leur passion. Tant qu'on ne les écoute pas, on ne les entend pas, ils continueront toujours. On pourrait barrer chaque endroit où ils iront toujours à autre part. Merci Elvina Vongfoen pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre de la Fédération Maori de Karodio. Merci. J'ai été. Vous êtes membre? Je ne suis plus... Ah oui, merci, c'est ça. Merci. Merci beaucoup.
C'est un édifice emblématique de la capitale. La cathédrale Notre-Dame de Papeete fête ses 150 ans cette année. Son inauguration date de 1975 sous l'impulsion d'Étienne Jossen, premier évêque catholique de Tahiti, avec une cinquantaine d'ouvriers venus de Mangareva. Et cas unique sur le territoire, elle n'appartient pas à l'église, mais à la commune de Papeete, qui en assure l'entretien et la restauration. Reportage signé Toulourou Guérard et Marcel Baudot. Au PK0, elle trône depuis 150 ans. Inaugurée en 1875, la cathédrale a vu défiler baptêmes, mariages et enterrements et a même survécu à un raz-de-marée, au bombardement de 1914 et aux émeutes de 1987. Aujourd'hui, les plus anciens fidèles continuent de s'y rassembler. C'est un symbole de Papeete. Hein. Quand il y a des événements, c'est toujours là. Hein. Il y a les marchés aux puces, ils font là autour. Et puis il y a des concerts. Il y a d'autres villes qui viennent pour faire leurs concerts le dimanche ou le samedi soir. Il y a des gens qui viennent souvent, il y a des gens, on ne les voit plus. Il y a des gens qui sont partis au ciel. Ouais. Et des fidèles que je connais. Avec ses 40 mètres de long et 15 de large, l'édifice peut accueillir jusqu'à 400 fidèles. Son clocher de 39 mètres domine le centre-ville, une structure qui ne passe pas inaperçue. L'architecture, c'est pas la même. Les couleurs ici sont plus vives, alors qu'en métropole, c'est moins... Enfin, je sais pas comment dire. C'est de la pierre, quoi. Moi, j'aime bien aller voir les cathédrales, les églises. J'aime bien aller, même si je ne suis pas croyante, aller me recueillir parce qu'il y a une ambiance que j'aime beaucoup. Juste avec les chants, Mani a beaucoup aimé les chants. Et d'ailleurs, c'est lui qui voulait venir à l'église. T'es content, Mani? Oui. Ouais? T'as vu ton église? Oui. Oui. Depuis 1890, elle est la propriété de la commune de Papeete. C'est le seul lieu de culte public du territoire. Les murs n'ont pas changé, mais l'intérieur a énormément évolué. La seule chose qui reste vraiment, c'est le vitrail central, hein, et aussi la chaire, là où le prêtre célèbre. C'est un morceau de ce qui habitait le chœur. Ça, c'est ce qui reste d'époque, véritablement. Tout le reste a changé avec le temps, et surtout, ça s'est polynésianisé. Depuis plusieurs agressions et problèmes d'hygiène, l'édifice n'ouvre ses portes que pendant les offices, soit 1 à 2 heures par jour. Noël est déjà terminé, c'est la fin aussi des actions du collectif Ohana. Chaque année depuis 13 ans, les bénévoles récoltent des cadeaux et les distribuent aux familles les plus fragiles. Cette fois, grâce à la solidarité de quelques transporteurs, le collectif a également pu se rendre à Moorea, Mopiti, Wahine et expédier des bacs de cadeaux aux marquises, en plus du quartier de Tahiti. Et pour faire le bilan de ce Noël solidaire, Natalia Germain est avec nous ce soir. Bonsoir. Yorana. Vous présidez donc le collectif Ohana depuis 13 ans. On peut dire que vous êtes un petit peu le Père Noël depuis 13 ans de ces enfants des quartiers prioritaires. Ohana est né d'une initiative personnelle, privée, dans votre garage. Où en est le collectif aujourd'hui, 13 ans plus tard? Aujourd'hui, je vois que beaucoup de personnes continuent de donner, voire donnent plus. Puisque il y a 13 ans, je pouvais tout stocker dans un petit cellier. Et maintenant, j'ai besoin d'un très grand local pour pouvoir stocker tout ce qu'on récolte. Alors, au fil de ces distributions, qu'est-ce qui a changé en 13 ans? Cette solidarité, je trouve qu'elle est plus présente. Avant, je trouvais que on était un peu plus individualiste. Maintenant, même les personnes qui n'ont pas de jouets vont en acheter. N'hésitent pas à se mobiliser dans leurs entreprises ou dans leur quartier, dans leur résidence, pour pouvoir récolter de leur côté et ensuite nous les remettre pour ces familles défavorisées. Est-ce qu'il y a eu une anecdote, une situation qui vous a particulièrement marqué? Alors, toutes les distributions me marquent, et particulièrement quand les parents témoignent, parce que Ohana est d'abord pour les enfants, mais ma phrase, c'est pour n'oublier personne, et j'essaye de ne pas oublier les parents. Et quand les parents me témoignent avec des larmes aux yeux en disant merci parce que eux se sacrifient pour pouvoir offrir quelque chose à leurs enfants et que eux reçoivent aussi quelque chose de leur côté, c'est vraiment touchant. Et puis il y a une petite anecdote aussi autour du logo du collectif. Quelle est son histoire? Alors le logo Ohana, il y a 13 ans, j'avais organisé une journée récréative pour les enfants de Marina. Et c'est une petite qui a pu bénéficier de cette journée récréative et des jouets
lors de cette journée qui m'a remercié avec une lettre et m'a fait ce petit dessin d'enfants qui se tiennent la main avec pour tête les lettres Ohana que j'ai réutilisé pour mon logo parce qu'il signifie beaucoup de choses. Alors vous travaillez dans le monde de la justice, sinon dans la vie, pourquoi portez-vous une attention particulière aux enfants placés ? D'abord, j'ai été greffier au tribunal pour enfants et c'est en côtoyant la misère tous les jours au travail que je me suis dit pourquoi pas réunir des bénévoles, ensuite aller dans les quartiers, mais aussi les foyers que je côtoyais, notamment Te Ahunui, ne pas les oublier chaque année avec les enfants qui y sont placés. Et maintenant, c'est devenu, c'est mon petit bébé, quoi. C'est devenu aussi une coutume pour moi à Noël d'aller distribuer dans les quartiers. De quoi avez-vous le plus besoin ? De jouer. J'ai besoin d'énormément de choses. D'abord de bénévoles, parce que grâce aux bénévoles, le travail pourra aboutir à quelque chose, mais aussi de jouets, des jouets en bon état, des vêtements. Là, cette année, on a eu l'opportunité d'avoir un berceau. Et ce berceau a fait un bébé heureux puisqu'il a pu être remis dans les quartiers de Papeto'ai. Oui, on l'a vu sur les images, un très beau berceau à une femme qui venait d'accoucher d'un nouveau-né. On a besoin aussi de... cette année, j'ai pu faire la distribution sur Moorea parce que le Tawati nous a aidés à financer les tickets de voiture, mais aussi des 30 bénévoles. Sans ça, je n'aurais pas pu y aller. Oui, on n'imagine pas, mais ça demande beaucoup de logistique parce que ça prend de la place, c'est volumineux. Oui, énormément de logistique, déjà pour répertorier les familles, les besoins, les enfants par quartier, mais aussi pour savoir comment organiser tout ce cortège, parce qu'on y est allé avec une douzaine de 4x4, et de bouger ces 12 voitures dans des petits quartiers parfois étroits, parce qu'on allait jusqu'au fond des vallées, et il y a des endroits où on ne pouvait pas faire de manœuvre. Plus globalement, quel regard portez-vous sur la situation sociale aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça m'attriste de voir qu'il y a énormément d'SDF, mais ça me rassure de savoir qu'il y a aussi énormément d'associations qui se sont créées depuis. Il y a 13 ans, il n'y avait pas autant d'associations qui se mobilisaient. Moi, j'avais connu le service social, l'Ordre de Malte aussi. Et maintenant, je vois qu'il y a beaucoup d'associations qui sont pour récupérer ces jouets et leur donner une seconde vie aussi. Et des collectifs, je suis aussi des collectifs sur certaines îles, notamment celle de Moorea, qui n'hésitent pas à se rassembler pour essayer d'offrir ce petit quelque chose aux familles, parce que la Polynésie, en tout cas, mon Fénois, c'est celui qui partage, quoi. Les Polynésiens partagent, les Polynésiens aident, et je suis rassurée de savoir qu'il y a toujours ça. Merci Natalia Germain d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous présidez donc le collectif Ohana qui distribue des cadeaux aux enfants les plus fragiles. Il est donc en sommeil puisque Noël est terminé, mais le rendez-vous est déjà donné pour octobre 2026 pour les récoltes de cadeaux. Merci beaucoup. Merci. Le Grand Cirque de Samoa sera de retour à Tahiti à partir du 16 janvier. Mais ce week-end, il a déjà assuré 3 jours de représentation à Moorea avec son nouveau spectacle nommé Africa. 25 artistes, dont une jeune Calédonienne d'origine polynésienne qui assure un numéro de tissu aérien. Et le chapiteau climatisé du Cirque de Samoa s'installera jusqu'en mars à Punauia. Comme chaque dimanche, nous plongeons dans les archives de Polynésie la Première avec notre rubrique Fénois d'avant. Et pour le dernier épisode, dans le cadre des 60 ans de la chaîne, retour en 1976 pour faire un point sur la balance commerciale de l'époque. Il est facile, en effet, au niveau du service des douanes, de savoir ce qui rentre et ce qui sort du territoire. Et l'année 1975 n'a pas manqué de confirmer ce que l'on sait depuis toujours, la fragilité de l'économie polynésienne. D'une certaine manière, cette fragilité s'est encore accrue quelque peu du fait de l'accroissement du déséquilibre de la balance commerciale de la Polynésie. Les importations ne sont couvertes qu'à 8,8% par les exportations, alors qu'elles l'étaient de 11% l'année précédente. Mais en valeur, en millions de francs, le déficit est moins élevé qu'en 1974, tout simplement parce qu'il y a eu moins
moins d'échanges. Entrons un peu dans le détail. En 1975, nous avons importé moins en poids et en valeur. Il y avait en effet beaucoup de stocks à écouler chez les commerçants. Du côté des exportations, la situation est un peu différente. Nous avons exporté bien plus en poids, mais bien moins en valeur. Pourquoi ? Eh bien parce que la seule véritable exportation de la Polynésie, c'est le copra. Et si les exportations de copra ont bien repris sur le plan mondial, le cours par contre de la fameuse huile a baissé, ce qui fait qu'en vendant plus, on en arrive finalement à gagner moins. Pour la petite histoire, sachez encore que la palme de la plus grosse importation en matière de produits alimentaires revient sur le territoire aux vins et boissons, qui dépassent en tonnage la viande et en poids la farine. Autre record, bien que les chiffres aient fléchi l'an passé, les voitures, motos et engins à 2 roues. Nous en avons importé pour près d'1,5 milliard en 1975. Le poste le moins rentable, les chaussures, 159 millions seulement, ce qui semble logique au demeurant face au succès toujours certain des voitures et des 2 roues. Et puis, la conclusion générale, un aspect intéressant de ce rapport concerne finalement le genre de marchandises importées. Les Polynésiens semblent surtout acquéreurs de biens d'équipement et de biens de consommation qui, ensemble, représentent 63% des importations totales. Si l'on y ajoute les produits agricoles et alimentaires, on atteint la barre des 85%. C'est dire combien la société de consommation est bien ancrée dans les mœurs du pays. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des titres que nous avons développé. Les intempéries causent des dégâts importants dans les champs. Les légumes se font plus rares sur les étals et le manque à gagner dépasse plusieurs millions pour certains maraîchers. En octobre dernier, l'Assemblée a voté un fonds d'indemnisation pour les agriculteurs, mais il n'est pas encore mis en application. À suivre, le téléfilm Boxing Day, puis le documentaire sur les pas des mousquetaires. L'actualité locale continue en radio dès demain matin, 6h, avec Tita Wadoum et Élodie Largenton. Demain soir, à cette même place, 18h30, Corinne Tehetia, 19h, Cybèle Plichard. On se quitte avec les vœux de la population de Makemo. Très belle soirée sur la première. À bientôt. Bonsoir tout le monde, je vous souhaite de passer une très bonne fête dans la joie et la paix et aussi une merveilleuse année, que vous puissiez être la meilleure version de vous-même et aussi que tous vos vœux puissent se réaliser. Voilà, bisous. En cette fin d'année, je vous souhaite très belles fêtes, plein de moments chaleureux et de repos. Que la nouvelle année vous apporte santé, joie et de beaux projets. Très belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Joyeux Noël à Tahiti. Joyeux Noël. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.